Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Glow Your Life. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes différentes expériences que j'ai pu vivre au village des Pruniers. Donc le village des Pruniers, c'est un monastère bouddhiste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le village des Pruniers, c'est Thich Nhat Hanh qui l'a créé. Donc Thich Nhat Hanh, c'est un moine vietnamien qui, pendant la guerre du Vietnam, est parti du Vietnam. Et ensuite, il n'a pas pu retourner vivre au Vietnam, tout simplement parce que les communistes lui refusaient son entrée. Donc, il était bloqué en France ou en Europe, mais je crois que c'était vraiment en France. Et il a eu l'idée de réunir en fait les autres Vietnamiens qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays au village des Pruniers. Donc, c'est comme ça que s'est fondé le village des Pruniers, qui est en Dordogne, à peu près à une heure et demie de route de Bordeaux. Et le village est composé en 3 hameaux différents. Donc il y a un hameau pour les hommes et 2 autres hameaux qui sont pour les femmes. Donc j'ai connu le village des Pruniers grâce à Dom. Dom, pour les filles qui ont suivi mes dernières formations, c'est lui qui vous fait les méditations. Donc Dom, moi je l'ai connu, j'avais 18 ans. C'est lui en fait qui m'a un peu, il m'a briefé lors de mon premier grand voyage avec ma meilleure amie, quand on est parti en Thaïlande et au Cambodge. Comme lui, il avait l'habitude de vivre là-bas, il nous avait vraiment bien managé sur notre périple. Et Dom avait l'habitude, depuis des années, à se rendre au village des Pruniers. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu le village. C'est lui qui a planté cette graine en moi. Et pendant des années, j'ai laissé ça de côté. Enfin, c'était pas quelque chose qui me parlait ou m'attirait. J'étais concentrée davantage sur mes études. Et lorsque j'ai fini mon BTS, donc le dernier jour des examens, avec Wang, on a pris la voiture et on est allé donc pour 3 semaines. C'était notre première fois. C'était une retraite de 3 semaines sous le thème de la science et des neurosciences. Donc voilà, 3 semaines pour un baptême, c'est pas mal. Et on avait pris l'option camping, c'est-à-dire qu'on a emmené notre toile de tente. Et comme, donc je vous ai dit, il y a 3 hameaux, et les 3 hameaux n'accueillent pas forcément les mêmes personnes. C'est-à-dire que, par exemple, le hameau du haut, ils vont accueillir les couples. Le hameau du bas et le hameau nouveau, ils vont accueillir les femmes, par exemple, ou les hommes seuls, par exemple. Donc là, c'était vraiment une grande retraite. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, les couples qui faisaient du camping étaient invités à se loger sur le hameau du haut, qui est très... Enfin, tous les hameaux, les 3 hameaux sont vraiment magnifiques. Et donc, on a eu beaucoup d'enseignements avec Thaï et aussi avec de nombreux scientifiques qui étaient invités lors des enseignements avec Thaï. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent vraiment du monde entier. Il y a des Coréens, des Vietnamiens, des Chiliens, des Américains. Ça vient vraiment de partout parce que c'est mondialement connu, le village des Pruniers. Donc en anglais, Plum Village. Alors, on ne savait pas spécialement à quoi s'attendre avec Wang. Et donc, quand je me rappelle, on est arrivés et la première chose qui nous a marqué, c'est que les gens, ils étaient à 2 à l'heure. Ils marchaient à 2 à l'heure. En fait, ils marchaient en pleine conscience. Mais pour nous, ils marchaient à 2 à l'heure. Et quand on est arrivé avec Wang, nous, on marchait au final à 2000 à l'heure parce qu'on était toujours dans le mood de la vie à l'extérieur du village. Et on en rigolait. Et au final, ça me fait toujours le même effet quand j'arrive au village des Pruniers en voiture. J'ai une conduite, je respecte les limitations, mais voilà, j'ai une conduite un peu plus, on va dire, sportive. Et quand je sors du village des Pruniers, j'ai une conduite qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus lente. c'est vraiment fou parce que donc depuis 2012, maintenant, j'essaie d'y aller une fois par an. Et c'est vraiment mon moment où je fais mon reset avec moi-même. Et je m'étais toujours dit que avant de tomber enceinte... Enfin, non. Je m'étais dit que quand je serai enceinte, j'aimerais bien faire une retraite. Et c'est ce que j'ai fait. La dernière retraite que j'ai faite, c'était quand j'étais dans mon premier trimestre, à la fin de mon premier. Donc j'entamais mon 2e. Et donc j'étais enceinte de Kathleen. Et c'était vraiment un super cadeau qu'on s'est offert toutes les 2.
quand je parle du village des pruniers lors des formations, des coachings, vous êtes nombreuses à me demander davantage d'informations. Donc, je vais essayer de vous parler par exemple du planning journalier. Donc, déjà, à savoir, toutes les réservations se font par Internet sur le site. Alors, il y a plusieurs retraites. Il y a les retraites qui commencent de septembre jusqu'à décembre, de mémoire. Et après, il y a les retraites qui commencent, ça doit être peut-être février jusqu'à avril. Et puis il y a aussi, entre ou pendant et après, il y a aussi des retraites, des fois avec des thèmes, par exemple, retraite francophone, retraite sur sur la permaculture et choses comme ça. Et l'été, c'est des retraites, des grosses retraites où voilà, on peut rester on peut rester un mois si on le souhaite, et c'est avec les enfants, donc c'est très familial. Et donc on choisit la retraite que l'on souhaite et le type d'hébergement. Il y a plusieurs options. Il y a des chambres à deux, donc il n'y a jamais de chambre individuelle. Donc des chambres à deux, trois et des dortoirs. Des logements qui sont sur place sur les hameaux. Donc ça, ce sont les plus chers. Et ensuite, il y a des personnes qui ont des particuliers qui habitent juste à côté, en face du village des Pruniers, qui mettent à disposition des chambres. Donc ça aussi, on peut loger chez l'habitant. Mais voilà, c'est le village des Pruniers qui gère l'administration. Et ils ont aussi une maison qui a, je crois, un peu plus d'1,5 kilomètre, par exemple du hameau du Bas. C'est là où la dernière fois j'ai logé. Et donc là, c'est une grande maison, enfin c'est une maison en fait d'habitation. Et il y a plein de chambres, dont un dortoir. Et donc le dortoir, c'est là où c'est le moins cher. Pour les personnes qui ont des difficultés financières, on peut toujours demander un pourcentage de réduction. Donc il ne faut pas hésiter à le demander, parce que voilà, les moines et les moniales tiennent vraiment à ce que ce soit accessible au plus grand nombre. Et quand donc vous payez votre revenu, vous payez la nourriture, vous payez les enseignements et vous payez l'hébergement. Donc il n'y a plus rien à faire. Donc le jour où on arrive, il me semble qu'il faut arriver avant 17h ou avant 17h30. On va au bureau d'admission sur le hameau sur lequel on a réservé. Et ensuite, donc il y a le repas de mémoire en heure d'hiver, je crois que c'était 17h30 ou 18h, je ne sais plus. Enfin, on mange entre 17h30 et 18h. Et ensuite, les nouveaux arrivants, parce que toutes les 15 jours, je crois que c'est tous les 15 jours, il y a des nouvelles admissions de personnes. On est conviés pour les nouveaux à une relaxation profonde. Et c'est là aussi où les moniales expliquent les règles de vie du monastère. Alors, les règles ou les habitudes, parce qu'en fait, il y a très peu de règles. Au final, les règles, par exemple, ça va être de respecter le silence, donc de 21h30 jusqu'à la fin du petit déjeuner, donc ça fait à peu près jusqu'à 8h30, grosso modo. Par exemple, le matin, les repas se font comme des buffets. Il y a plusieurs tables qui sont dressées avec tous les différents plats. Donc il y a différentes lignes où on se met dans la file que l'on souhaite. Et on prend une assiette et on se sert au fur et à mesure. On avance dans la file et après on va s'asseoir. Et le matin, on ne commence pas à manger tant que les tables à manger ne sont pas remplies. Donc c'est des tables de 6. Donc tant que la table de 6 n'est pas remplie, on attend que la 6e personne s'assied pour commencer son petit-déj. Ça, voilà, c'est une règle de vie. On fait sonner la cloche, les moniales font sonner la cloche, il me semble que c'est toutes les demi-heures. Et quand la cloche retentit, on s'arrête. On s'arrête et on prend le temps de respirer. On revient à sa respiration. Je suis consciente que j'inspire, je suis consciente que j'expire. Ça dure 30 secondes à peu près, on peut le faire durer plus longtemps. Et ça, voilà, c'est vraiment agréable et ils ont créé une application. Je vous mettrai aussi tout dans le descriptif écrit du podcast pour nous à la maison après pour continuer. Et vous pouvez régler cette petite cloche sur votre téléphone pour vous rappeler en fait à respirer en conscience. Une autre règle midi, par exemple aussi, on attend que tout le monde soit servi et assis pour commencer à manger. Et avant de manger, une sœur, donc une moniale, nous lit les 5 contemplations. Donc les 5 contemplations, donc la première. Cette nourriture est un cadeau de l'univers tout entier, de la terre, du ciel, d'innombrables êtres vivants et le fruit de beaucoup de travail. Mangeons-la en pleine conscience et avec gratitude pour être dignes de la recevoir. Reconnaissons et transformons
nos formations mentales négatives, surtout l'avidité qui nous empêche de manger avec modération. Mangeons de manière à maintenir notre compassion éveillée, à réduire la souffrance des êtres vivants, à cesser de contribuer au changement climatique et à préserver notre planète. Nous recevons cette nourriture car nous voulons bâtir notre sangha, cultiver la fraternité et nourrir notre idéal de servir tous les êtres. Donc une sangha, c'est une communauté. Donc voilà, donc on lit les 5 contemplations et ensuite on peut manger. Et on attend à peu près 20 minutes, je crois, que la cloche, que la moniale qui a lu les 5 contemplations fasse retentir la cloche, se lever pour soit se resservir ou sortir de table. Et le soir, le repas est libre, enfin donc on mange à la même heure, mais on n'est pas obligé de s'asseoir tous ensemble, on peut aller manger dehors, c'est vraiment libre. Après, chacun prend ses couverts et on fait notre propre vaisselle. Donc ça, voilà, c'est les règles. C'est les règles comme aussi, voilà, on éteint les lumières à 9h30 et comme d'autres règles, par exemple, ne pas amener de tasses dans le hall de méditation. Et ça m'énerve quand je vois des personnes amener leurs tasses. Ça m'énerve parce qu'il y a tellement peu de règles au final et tout le monde est très gentil et très cool, franchement, que de pas respecter le minimum, moi ça m'énerve. Mais j'observe quand ça m'énerve, ça m'appartient à moi au final, ça m'appartient à moi. C'est un bon exercice pour regarder en quoi ça m'énerve et pourquoi je n'arrive pas à être détachée. Sinon, pour un planning type après les autres journées, parce que les arrivées se font le vendredi, donc après les autres journées, donc le réveil est à 5h du matin, donc en silence, hein. On médite à 6h. Et là, ça varie. Ça peut être des méditations de 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Ça peut être chanté, ça peut être complètement en silence. Il peut y avoir des textes qui sont lus. Ça varie tous les matins. Le petit déjeuner est entre 7h ou 7h45. Ça dépend des jours. Ensuite, à 9h30, il y a une activité qui est proposée comme des enseignements. Il peut y avoir... En fait, le dimanche, c'est une journée de pleine conscience. C'est des journées qui sont ouvertes à tous. Donc tout le monde peut venir. On n'est pas obligé de suivre la retraite pour venir. Et on suit les enseignements à partir de 9h30 jusqu'au soir avant le dîner. Et là, il me semble que c'est sur donation. Et le jeudi, les 3 hameaux se réunissent dans l'un des hameaux. Donc à 9h30, le jeudi et le dimanche, on se réunit dans le grand hall de méditation de l'un des hameaux pour un enseignement qui est donné par un moine ou une moniale. Et en dehors des jours du jeudi, du dimanche, il propose souvent quelque chose, soit une vidéo de Thai, donc de Thich Nhat Hanh, ou ça peut être un cercle de parole, etc. Enfin, il y a plusieurs activités. À savoir qu'aussi, le lundi, c'est le lazy day, donc il n'y a aucune activité qui est proposée. Non, aucune. Je crois pas. Même pas la méditation le matin, il me semble pas. Non, je crois pas. Je suis en train de me faire la conversation à moi-même. Mais non, il n'y a pas la méditation. Il y a juste les heures de repas et c'est tout. Donc ensuite, à 11h30, il y a la marche méditative qui est dehors. Même s'il pleut, on propose... Enfin, il faudrait vraiment qu'il tombe des cordes pour que ce soit annulé. Donc là, ça dure à peu près 3/4 d'heure, grosso modo. Et c'est une marche, voilà, un pied devant l'autre, dehors, en contact avec la nature. Et on fait un petit parcours avant de manger. Le déjeuner est à 12h30. À 15h, on appelle ça le working meditation, donc la méditation du travail. Il y a des tâches qui sont inscrites au tableau, des tâches ménagères, et nos prénoms. Et donc, on est répartis dans des groupes. Et selon les groupes, ça peut être comme ramasser les feuilles sur le parterre du hall de méditation. Ça peut être aller éplucher les pommes, couper du bois. Ça peut être aller laver le sol de la salle à manger. Selon les périodes où on est, ça peut être aussi faire des décorations pour Noël ou d'autres fêtes qui sont fêtées. Enfin voilà, c'est des petites tâches et je me rappelle les premières fois, je m'activais dans tous les sens, enfin j'y allais quoi. Et au bout de, 20 minutes, break, pause. Déjà ? Et en fait, c'était vraiment mon travail, mais cool. On n'a pas besoin d'être dans le dur, d'aller, on y va, il faut se dépêcher, etc.
Et, et les walking meditation, ça dure à peu près 1 heure, c'est tout. Enfin, j'ai jamais fait une walking meditation plus d'1 heure. Bon, peut-être 1 heure et quart ou 1 heure et demie, mais c'était vraiment avec des moments de pause. Et je vous dis, c'est tranquille. On fait ce qu'il y a à faire, tranquille. Et au final, ça se fait très bien. Parce que comme on est nombreux, bah, ça va hyper vite. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le matin, entre la méditation qui est à 6 heures et le petit déjeuner qui est à 7h45, on a à peu près une bonne demi-heure de temps libre. Et là, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Des fois, ils proposent des activités comme du qigong ou ça peut être du stretching, des choses comme ça. Moi, j'avais l'habitude, quand il y avait du qigong qui était proposé, j'y allais. Sinon, je prends mon tapis de yoga et puis je vais faire une petite séance voilà, pour me déverrouiller. Et ensuite, à 18h, donc il y a le 17h30, 18h, il y a le dîner. 20h, on refait une méditation assise, on chante ou c'est en silence. Comme je vous disais, ça varie. Ça varie. Et puis, à 21h30, dodo. Enfin, dodo, ou du moins, on éteint les lumières, on ne parle plus. Et puis, rebelote le lendemain. Donc, voilà pour ce qui est d'une journée type. Donc, il n'y a rien qui est obligatoire. Et vous savez, avec quoi on est allé la première année, où c'était 3 semaines, on n'a pas fait tout le planning. Par exemple, j'ai fait très peu de méditation à 6h du matin, parce que j'arrivais pas à me lever. Par contre, tous les enseignements, on y allait. Et le soir, on faisait en fonction de nos envies. Donc voilà, j'ai vu ma progression aussi dans la pratique, et je suis contente au final d'avoir été à mon rythme, de ne pas m'être imposée par la violence. Ah, il faut que tu fasses ça, c'est pas bien, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. On respectait les règles de vie, le cadre, mais après on l'a pris vraiment cool. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai aimé et que j'ai réussi à tomber amoureuse de cet endroit. Peut-être que si j'étais trop dans le dur, à respecter trop au niveau strict, je me serais imposé ce planning qui n'était pas encore en phase avec la vie dans laquelle j'étais auparavant, à cette époque-là. Donc en 2013, j'avais 23 ans. Peut-être que j'y serais jamais retournée après. Donc, moi, je dis qu'il faut vraiment y aller au moins une fois dans sa vie. Et puis, prendre les choses comme elles viennent. Respecter le cadre. Et puis après, voyez comment, si vous avez envie ou pas, d'aller à toutes les méditations, de faire toutes les marches méditatives, etc. La seule chose que moi je vous conseille, c'est d'y aller seul, de ne pas y aller avec une amie. Parce que quand on prend une amie avec soi, on est moins déjà dans l'introspection. Et surtout, c'est du fait qu'on est moins dans l'introspection, on est tourné vers l'autre et on prend en considération les besoins de l'autre, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est pas forcément, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes. Donc moi, je vous dis vraiment y aller seul. Et peu importe si vous avez une religion, c'est un monastère qui est laïque. Donc il y a vraiment de toutes les religions qui viennent et de toutes les nationalités. Donc la pleine conscience, c'est quelque chose qui se veut laïque. Vous pouvez méditer en pleine conscience, quelle que soit votre religion. Ce que je peux vous partager aussi, c'est que les premières fois quand j'y allais seule, parce que j'y suis allée qu'une fois avec Wang, c'était notre première année ou les 3 semaines. Après, voilà, j'y vais seule. Quand j'arrive, bon, ça va, le premier soir. Par contre, le lendemain et le surlendemain, je pleure. Je me rappelle notamment, je crois que c'était la 2e ou 3e fois, je sais plus. J'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux parce qu'en fait, je pleurais. Il fallait pas qu'on me parle parce que je pleurais. Je savais pas pourquoi, mais j'avais besoin ça, je pleurais. Et j'ai été à un groupe de paroles, ces cercles-là, j'aime pas trop, je suis pas très fan des cercles. Mais je me suis dit, si t'es pas fan, c'est que t'as quelque chose à aller bosser, donc vas-y. Donc j'y suis allée, et puis on n'est pas obligé de parler, hein. Mais je me suis dit, attends, c'est dommage, t'es là, t'y allais, parle maintenant. Parle maintenant. Et en fait, voilà, j'ai dit simplement, écoutez, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à vous regarder parce que j'arrête pas de pleurer. Et là, je pleure. Et c'était ok, au final, ils m'ont écouté. Enfin, c'est pas un échange, hein, c'est pas un dialogue. Et puis au final, une fois que j'ai déballé mon sac, j'ai arrêté de pleurer, ça allait mieux. Donc voilà, ça c'était, je crois que c'était, je sais plus, c'était ma première fois toute seule ou ma 2e fois. Et ensuite, les autres années, les 2 premiers jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Enfin, je suis en résistance parce que je sens qu'il se passe des choses en moi. Et j'hésite à rentrer. À chaque fois, je me dis, bon, je suis en train de calculer. Soit je rentre demain, ou j'essaie de gratter un jour. Parce qu'en fait, on rentre quand on veut, hein.
Ils ne nous gardent pas prisonniers. Hein. Et, et je me dis, bon, alors, normalement c'est le vendredi, mais là je pourrais peut-être rentrer jeudi, ça fera un jour en moins, donc ça veut dire que mercredi, maintenant il reste plus que 3 dodos. Et en fait, non, je ne suis jamais rentrée plus tôt. Mais parce que voilà, je me connais maintenant et c'est une tentative de fuite. Parce que, mine de rien, quand on ralentit, c'est comme un jus de pomme. On secoue le jus de pomme, on secoue. Quand on est dans la vie, on va dire, réelle, on secoue. Et puis, quand on se pose là-bas, le rythme ralentit. La pulpe commence à redescendre. On y voit plus clair. Et puis, c'est là qu'on peut commencer à s'observer profondément. Puis avoir des choses qui remontent aussi à la surface. Donc, je ne dis pas que c'est automatique hein, et que ça le fait à tout le monde. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de 24 heures pour me poser mentalement et pour en fait mettre mon corps et mon mental à l'unisson sur cette même vibration qu'offre le village des Pruniers. Et il y a vraiment une atmosphère, une vibration qui est particulière, douce, avec plein d'amour. Une autre histoire qui me vient aussi en tête, une fois, donc moi je sais, il y a des tâches, vous savez quand je vous ai dit qu'il y avait les working meditation, il y a des groupes, ça peut être le travail juste après le repas, où ils stérilisent les couverts, etc. Et donc, je sais plus, moi je lave mon assiette, je m'essuie les mains, et puis il y avait une barquette de tasses qui était une cagette de tasses qui venait d'être stérilisée, qui était prête à retourner à côté de la table à thé pour se servir. Et donc, je passe là, je vois ça, je le prends. Mais je ne fais pas partie de cette équipe de la gestion des tasses pour l'espace de thé. Et là, il y a une femme qui était de cette équipe-là qui vient me voir, qui me dit merci, t'avais pas à faire ça. Je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement, mais je me suis mise à pleurer. Parce que c'était tellement beau ce qu'elle m'a dit. Je sais plus exactement, j'arrive pas à me rappeler les mots pour mots. Mais en gros, j'avais pas besoin de le. Enfin, c'était. Je sais plus qu'elle m'aimait. Enfin, je sais plus. Non, elle m'a pas dit je t'aime. Mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a touchée. Mais vraiment touchée et j'ai pleuré. Donc voilà, c'est vraiment des beaux moments. Franchement, pour moi, le village des Pruniers, c'est vital. C'est vital une fois par an. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Je marche beaucoup. Parce que là, je prends le dortoir qui est à l'extérieur du hameau du bas. Et du coup, le matin, je me lève plus tôt que 6h. Je me lève à 5h45. Et j'enfile mon gilet jaune, réfléchissant. Et puis dans la nuit, je marche, parce qu'il y a une demi-heure de marche pour aller jusqu'au village. Et je fais tout à pied. Je fais plusieurs allers-retours dans la journée. Donc je marche, je crois, des fois 5-7 km par jour. Et ça me fait tellement du bien. Je fais pas toutes les marches méditatives, par exemple, parce que j'aime bien aussi, quand je rentre après le petit déjeuner, je prends mon bouquin, ou je vais redormir. Enfin voilà, je vais vraiment à mon rythme. Je m'impose pas un planning. Donc si vous hésitez à y aller, ce que vous pouvez faire, c'est aller passer le dimanche, la journée de pleine conscience. Regardez bien les dates sur leur site internet, et au moins vous assisterez donc aux enseignements du Dharma. Et les enseignements du Dharma sont toujours associés, bien évidemment, à la vie de tous les jours. C'est très pratique, c'est très peu de théorie au final. Et puis, ces journées-là, il y a tous les moines et les moniales qui se réunissent des 3 hameaux. Ils commencent par un magnifique chant. Je pleure à chaque fois aussi, parce que vraiment, ces vibrations m'émeuvent. Et si vous ne pouvez pas y aller, ils ont une chaîne YouTube, ils les transmettent en direct et après ils les mettent en replay. Donc vraiment sur la chaîne YouTube, il y a énormément de ressources. Ils sont vraiment au top, les sœurs et les frères, ils sont hyper high-tech. Et vous avez donc leur podcast, il y a un podcast, alors, je crois qu'il est en anglais, donc je crois que c'est The Way Out is In. Le chemin vers l'extérieur est à l'intérieur. Et aussi, donc, ce que vous pourriez me demander, c'est la langue. Donc, comme c'est un centre à la base qui est vietnamien, donc il y a énormément de vietnamiens, donc il y a beaucoup de choses qui sont traduites en vietnamien, mais la principale langue, ça va être le français, l'anglais et le vietnamien.
Donc tous les enseignements sont traduits dans toutes les langues, c'est-à-dire qu'il y a soit des laïcs qui restent, on les appelle les longs termes, qui sont là pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce que voilà, ils hésitent peut-être à devenir frères ou sœurs. Et donc eux, ils traduisent, il y a des casques qu'on met, et puis ils ont un micro et on peut entendre dans sa langue maternelle. Donc voilà, on n'est pas perdu. Si on ne parle pas anglais, il n'y a pas de problème, vous vous en sortirez. Tout est traduit. Et vous avez aussi donc l'application du village des pruniers qui est à télécharger gratuitement sur smartphone. Et pour finir, pour les personnes qui ont du mal à méditer ou qui ne savent pas comment méditer, je pense, c'est une possibilité d'aller voir comment ça se passe là-bas sur une semaine en retraite, parce que ça vous donne un bon démarrage, de bonnes bases pour continuer ensuite. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose, que c'est très simple la méditation en pleine conscience, on suit son inspire, on suit son expire. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'enclencher un changement, de mettre une nouvelle habitude de vie. Je sais que pour moi et Wang, quand on revient du village des pruniers, c'est plus facile après d'être dans cette vibe-là, dans ce mood, dans cette énergie-là quand on rentre ensuite à la maison. C'est à nous ensuite de la cultiver, parce qu'on pourrait très bien rentrer et puis après reprendre nos anciennes habitudes, des mauvaises habitudes, etc. Mais voilà, quand on revient du village des pruniers, l'effet se fait ressentir de plus en plus longtemps, à nous de l'entretenir. Et c'est pas simplement pour nous les bénéfices au final de la retraite, c'est avec toutes les personnes qui nous fréquentent. On le transmet, et le fait de vous en parler, j'espère vraiment vous donner l'envie, la curiosité, idéalement d'y aller, mais au moins d'aller voir leur site internet, d'aller lire des livres de Thich Nhat Hanh, de télécharger leur application, si vous parlez anglais, d'aller écouter leurs podcasts, d'aller écouter leurs chansons, d'aller voir leur chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous permettra d'avoir cette curiosité sur le village des pruniers, parce que c'est vraiment un cadeau que l'on a de l'avoir en France. Dites-vous bien qu'il y a des personnes de partout dans le monde qui viennent au village des pruniers. Il y a d'autres villages, il y en a aux États-Unis, il y en a en Thaïlande, je sais plus, je crois qu'il y en a en Corée maintenant, enfin je sais plus trop, mais il y en a il y en a pas partout, mais il y en a dans plusieurs pays. Et notamment, je ne sais plus avec qui je veux parler, peut-être qu'elle était vietnamienne, je ne sais plus. À ma dernière retraite, je me dis, mais pourquoi tu es venue en France alors que tu en as un chez toi ou plus près de chez toi? Elle me dit, mais c'est le premier, c'est là où il a tout fondé, c'est l'essence même. Et je dis, ouais, c'est vrai, c'est l'essence même. Et il fallait que je leur entende, parce que pour moi, c'est tellement acquis, on va dire, parce que depuis plus de 10 ans, j'y vais, qu'au final, je ne me rends pas compte que c'est si précieux. Donc voilà pour cet épisode sur le village des pruniers. J'espère vraiment que je vous aurai donné envie d'aller en savoir plus. Si vous avez des questions, si vous hésitez, si je ne sais pas, mais vous avez envie d'échanger sur le village des pruniers, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous donner l'envie un peu plus d'y aller, de vous nourrir de votre pratique là-bas et de la partager après autour de vous. Et pour les professeurs de yoga, c'est une très très belle expérience, parce que beaucoup de professeurs de yoga sont dans la pratique physique et moins dans la pratique introspective déjà, et aussi de prendre du temps pour eux. Et là, c'est vraiment un temps pour soi. On ralentit, on s'offre ce cadeau de ralentir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine dans le podcast Glow Your Life.